Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin, Antoine? Vous écoutez Antoine. Aime le rock. Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Antoine et ses copains aiment le rock, épisode de discographie. De plus, on va s'attaquer à Let's Dance de David Bowie. Et pour ce faire, Benjamin Durand est mon invité aujourd'hui. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Antoine. Bienvenue, je sais que t'as froid, il fait pas si chaud dans ces stations de ski mal foutues, quoi, mal isolées. Bon, écoutez, on va faire du mieux qu'on peut malgré les tremblements. On a un peu de coups de fouet, donc ça devrait le faire. Let's Dance de Bowie, c'est un album, ça doit être son plus grand succès commercial en tout cas. On va essayer d'en expliquer un peu pourquoi, tout simplement. On va essayer d'expliquer pourquoi c'est arrivé et rappeler la sortie précédente, donc qui était Scary Monsters en 1980. Donc 3 ans que Bowie n'avait pas sorti d'album, pour la simple et unique raison, Benjamin, dis-moi si je me trompe, c'est que c'était vraiment une fin de contrat qui a été difficile en termes de procès, j'imagine, et tout, avec RCA. Oui, Bowie a fait le rangement et a mis au clair ses affaires à cette époque-là. Il a enfin à peu près clarifier tout ce qui le liait à ses différents managers, avocats d'affaires plus ou moins véreux. C'était un sacré bordel, non ? Ouais, c'était un bordel, mais il a eu au moins le mérite, contrairement à d'autres, de récupérer toutes ses billes en se délestant de ses contrats. Et effectivement, en fait, Scary Monsters était le dernier album contractuel, le nouvel album contractuel qui devait à RCA. Il renonce a priori au dernier moment à tourner sur Scary Monster, notamment à cause de la mort de John Lennon. Ouais, ça c'est génial. Il est assez... c'est génial, je veux dire, l'anecdote est géniale. Il est assez traumatisé par ça. Son année 80 est principalement occupée à jouer Elephant Man à Broadway. Ensuite, il continue avec Tony Visconti à faire ce projet autour de Brecht. Et Kurt Weill, il joue dans des films, notamment The Hunger de Tony Scott, et il va faire évidemment fait une pause musicale en quelque Merry sorte, Christmas Mr. Lawrence. Et donc, a priori, il laisse entendre à Tony Visconti qu'il va avoir besoin de lui pour un prochain album. Sauf que à New York, il rencontre Nile Rodgers. D'accord, du coup tu vas super vite, hein, mais vas-y continue, il rencontre Nile Rodgers, ok. Et il convoque Nile Rodgers en fait, pour ils se venir en rencontrent Suisse. effectivement dans une boîte de nuit et ils s'entendent très bien tout de suite et effectivement l'idée germe en tout cas dans la tête des deux hommes de collaborer. Je voudrais juste revenir sur la non-tournée Scary Monsters, il y a quand même un passage télé en 80 qui est assez génial et qui pourrait donner Johnny Carson Show. Voilà, qui pourrait donner une idée de ce qu'aurait pu être cette tournée, quoi. Une version d'Ashes to Ashes notamment qui est assez géniale. Et voilà, donc comme tu disais, effectivement, Tony Visconti est pressenti pour faire le prochain, mais 3 ans quand même de rien, donc je sais pas si l'attente était forte aussi, est-ce que c'est aussi la clé du succès du disque, on ne sait pas, mais en tout cas, quand il rencontre Neil Rodgers, en fait, il lui envoie des démos. Et je crois qu'il le convoque. Non, il le convoque en Suisse parce que Bowie vit en Suisse déjà depuis la fin des années 70. En fait, le temps de sceller la fin de son mariage avec Angie. Il récupère la garde exclusive de son fils. Et donc il vit là-bas. C'est aussi à cette époque-là d'ailleurs, en 81. Une de ses seules incursions discographiques, c'est quand même le single avec Queen, bien sûr, Under Pressure. Et donc il vit comme ça en Suisse. Moi, ce que j'avais lu justement, c'est que du coup, Bowie savait déjà qu'il voulait appeler l'album Let's Dance. Il lui envoie les démos, il lui fait écouter peut-être en Suisse, t'as raison. Il lui joue les démos. Et Nile Rodgers dit ouais, mais avec ça, tu vas jamais faire danser personne. Si le titre c'est Let's Dance. Et c'est là où Nile Rodgers va transformer. Bowie lui dit tu vas changer ça pour moi. Ouais. En fait, je pense que c'est incroyable qu'un prod puisse
Enfin, c'est le rôle d'un prod vraiment, mais que Bowie arrive à mettre son ego de côté au point de se laisser complètement driver. Je pense que Rogers lui dit... Rogers qui avait connu quand même 3 ou 4 échecs consécutifs aussi en tant que producteur juste avant. Mais là, Nile Rodgers lui dit vas-y, on va en vendre des cartons si tu m'écoutes, non, en gros. Ouais, bah, je pense que en fait c'est une concomitance de choses. Bon, Rogers a eu cette expérience un petit peu positive et négative avec le gros succès de l'album de Diana Ross, Diana, donc qu'il a fait avec son acolyte Bernard Edwards. L'album s'est bien vendu, a bien marché, mais par contre il s'est carrément fait voler le bébé par Motown. Donc ça s'est un peu fini en autre boudin ce truc-là. Et Bowie de son côté, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, ayant quitté RCA, il négocie un contrat assez record avec EMI, où EMI lui donne une énorme somme d'argent. Donc Bowie, plus ou moins, leur promet de sortir quelque chose de commercial. Ouais. Là-dessus, il y a quand même aussi tout un contexte qui évolue. Il y a l'arrivée de MTV, Ouais. donc D'ailleurs, l'album va envisager, être clippé, voilà. comme jamais. Hein. Donc envisager les choses maintenant sous cet angle MTV, c'est une nouveauté. Je pense qu'il n'a pas trop eu le temps de réfléchir par rapport à ça, mais en termes marketing, il y a quand même l'album Thriller de Michael Jackson et son succès qui commence à être énorme dès la fin de 82. Ouais, ça sort en décembre. Qui réinvente l'idée même qu'on peut se faire d'un blockbuster discographique. Le paysage musical est complètement transformé. Et puis je pense que Bowie semble avoir envie, en tout cas ça s'entend dans le disque, de quelque part quitter cette espèce de rôle d'éternel guide du bon goût, Ouais, un télo un peu, et de quoi. suiveur d'espèce de phare pour la nouvelle scène. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense de ce que son exemple engendre au même moment en Angleterre, avec toute cette scène des néo-romantiques qu'il avait d'ailleurs en partie endorsé quand il avait fait jouer les principaux personnages dans le clip de Ashes to Ashes. Ouais. Mais C'est vrai que Scary Monster est déjà clippé voilà. de façon remarquable. Hein. Mais éventuellement qu'il est pas très demandeur de suivre ce mouvement New Wave, et que au contraire il a envie un petit peu de revenir sur des bases d'un truc un peu plus adulte pour faire du fric, en fait, tout bêtement. Donc c'est pas Nile Rodgers qui le convainc de faire ça, c'est un peu une bonne entente entre eux qui fait qu'ils sont sur la même longueur d'onde, Ouais. qui va faire que le disque finalement, malgré le budget et tout ça, va être fait en quinzaine de jours. Quoi. Ouais, de toute C'est ça qui est façon, incroyable. Bowie a toujours eu la réputation Oui. de travailler très très rapidement. Ça c'est vrai. Donc, Je crois comme ça que qu'il est- Station to Station, on en avait parlé, mais c'est 2 weeks, enfin c'est 3 week-ends, Oui, oui. 2 ou 3 jours, je sais plus. Mais... Et même tout, hein. Ouais. On n'a pas vraiment d'exemple d'album de Bowie qui a mis énormément de temps à Parce être que enregistré. là, les 17 jours dont je vous parle, c'est mixage, mastering compris, hein, en 17 jours, quoi. Et c'est la première fois que Bowie ne jouera d'aucun instrument, alors peut-être à la demande de Nile Rodgers, qui voulait le placer vraiment dans un contexte de crooner, et tu es chanteur sur le disque, et tu es le chanteur, et tu t'occupes pas de la musique, et du coup, il y a un jeune homme qui va se révéler là-dessus, c'est Stevie Ray Vaughan, hein, qui va... Ouais, que Bowie découvre vraiment complètement par hasard à Montreux. Montreux. Ouais, justement, ouais. Et donc, effectivement, il lui dit de rester pour jouer sur le disque. Il dit qu'il a jamais été aussi impressionné par un guitariste que depuis Jeff Beck, qu'il a dû voir, je sais pas, peut-être à l'époque des Yardbirds, hein, sûrement. Ah bah, bien sûr. Donc voilà, c'est quand même une belle hommage de Bowie à Stevie Ray, quoi. Et pour la petite histoire, il était censé rappeler ce bon vieux Carlos Alomar pour aussi son fidèle bras droit depuis Young Americans, mais sur un espèce de malentendu entre problème d'agenda et apparemment surtout problème de cachet, parce que Bowie ne lui aurait pas proposé assez de fric, Carlos Alomar aurait refusé pour la première fois depuis Young Americans de participer à ce disque de Bowie. Tu voudrais dire que ça aurait été lui s'il n'y avait pas eu ce problème ?
Il aurait été la rythmique en tout cas. Ouais. Ça n'a jamais été un soliste, Alomar, mais il aurait été l'espèce pense de qu'il est- directeur musical qu'il a habituellement et qui d'ailleurs il reprendra son rôle parce que par contre il sera engagé pour la tournée pour le Serious Moonlight Tour qui Ouais. suivra ensuite. Oui, parce qu'en fait, finalement, au guitare, il n'y a que Stevie Ray sur tout l'album. Mais d'ailleurs, c'est un album où il n'y a pas beaucoup de guitare tant que ça, quoi. Enfin, à part certains, justement, comme tu disais, passages solo, notamment sur le Let's Dance ou d'autres choses comme ça. Bah si, et puis Nile Rodgers joue de la guitare aussi bien sûr. Sur l'album? Bah, bien sûr. Ah oui, Nile Rodgers, oui, oui, bien sûr, d'accord. Oui, oui. Du coup, en fait, c'est incroyable parce que tu écoutes la face A du disque, on a l'impression que c'est un best-of, quoi. Ah bah oui. Enfin, même, c'est les 3 titres qui seront en single très rapidement. C'est Let's Dance, le premier single qui sort. Oui, il me semble. Et du coup, comment on peut parler de cet album par rapport à ce qu'a fait ça lui ouvre un nouveau public. Ah bah complètement. C'est ça qui le fait passer dans une dimension. Complètement. Et d'ailleurs, la tournée d'après va Oui. le montrer. Hein. C'est là où il passe de l'arena aux immenses stades. Quoi. Oui, non, et puis en plus, pour le coup, si Thriller de Michael Jackson n'a pas eu forcément d'influence sur la composition du disque, elle en a certainement sur sa réception, parce que, comme je le pense toujours, les 2 premières années des années 80, en termes de production musicale, sont quand même des années relativement, enfin en tout cas sur ce qui fait la grosse actualité rock, des années quand même relativement sombres, assez négatives, etc. Et tout d'un coup, Thriller, les singles de Thriller, en étant une rampe de propulsion pour le nouveau média qu'est MTV, fait devenir la musique sur quelque chose de beaucoup plus commercial, de beaucoup plus superficiel et de beaucoup plus produit de consommation, avec un espèce de son rock qui va entrer complètement dans les familles et qui va complètement disparaître de cette espèce de côté éternellement rebelle, en marge, etc. C'est vraiment le moment précis, la sortie de Thriller, je pense, où vraiment il y a une espèce de son rock qui devient un son de vie des zones pavillonnaires, etc., où ça devient un espèce de truc respectable aussi, parce que désormais le rock est un produit de flux diffusé en boucle à la télévision. Ouais. Et Let's Dance va complètement épouser, là encore, un grand truc d'opportunisme de la part de Bowie que d'avoir su surfer sur cette vague-là. Pour la seule fois, finalement, parce qu'il n'y aura pas un disque aussi important en termes de vente après, quoi, finalement. Non, mais il va quand même continuer, notamment sur Tonight. Il va complètement continuer sur cette tendance-là, même si l'album est beaucoup moins mémorable a posteriori, mais il va continuer. Pour donner une illustration, en fait, de l'importance de la diffusion quand même de ces morceaux-là à la télé. Il y a 4 singles qui sortent pour l'album, donc Let's Dance, Shine a Girl, Modern Love et Without You. Et donc ça veut dire qu'avec les faces B, ça veut dire que tout l'album est sorti en 45 tours, quoi. Ça doit être un des rares exemples dans l'histoire du rock où t'as tu peux avoir... Thriller, c'est quasiment le cas, je crois. Peut-être aussi, donc ça doit être basé sur ça, quoi. Donc direct ça marche, c'est ça, c'est direct, c'est numéro 1 partout. Enfin, à part, en fait, le seul truc, c'est quoi? C'est Thriller se vend tellement pendant un an que du coup ça l'empêche d'être... Mais c'est un des albums les plus vendus, tout confondu, non? Ouais. Donc ça, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui, à ton avis, séduit dans le son, dans les compositions, le fait qu'on peut aussi danser là-dessus en discothèque doit être bien sûr. Quoi d'autre? Bien sûr, bah non, c'est même peu, ça, ouais. Une fois de plus, un peu ce que je te disais, c'est vraiment un espèce d'esthétique rock cool et qui peut être apprécié quand on est une famille qui vit dans une maison neuve, en banlieue, etc., sans être forcément... Et ça touche, je pense que les gamins comme les parents pouvaient s'accorder là-dessus aussi. Oui. Bah, et puis en plus, EMI, évidemment, le pouvoir d'EMI avec la grosse machine qu'il y a derrière, EMI t'impose ça
sur toutes les playlists de radio du monde entier et surtout avec les clips qui sont pris à fond la caisse sur MTV. Donc, alors ce qui est marrant, c'est que donc Nile Rodgers considère cet album comme un album de chanteur et en l'occurrence il est mis en scène d'une façon complètement différente et beaucoup moins mystérieuse et plus, oui, comme tu dis, plus respectable, plus être amené à être invité au rôti de porc du dimanche familial dans les clips où il est blond, habillé de façon assez assez lambda. Et c'est ça aussi qui fait que il rentre dans les foyers, quoi. Je pense à cette image. Tout à fait. J'ai plus le clip de Let's Dance, c'est ça. Il rentre dans un bar habillé assez classe, quoi, mais genre en pantalon beige. Enfin, il est pas, il y a pas de couleur, il y a pas de maquillage. Oui. Alors même si quand même le clip de Let's Dance a un côté quand même un petit peu aussi toute cette aspiration de l'époque aussi, un peu world music aussi machin, parce qu'il y a quand même une vraie dénonciation de la condition des aborigènes australiens. Voilà. Contenu dans le clip aussi, donc ce côté en plus humanitaire. Et dans les textes de l'album en général, hein, c'est des textes quand même qui sont pas juste des textes de danse, quoi. Enfin, je veux dire, comme d'habitude, il chiade ces textes de façon assez, comme d'hab, quoi. Je veux dire, j'ai envie de dire, non. Ah oui, même si quand même il y a aussi du repêchage. Il y a quand même 2 repêchages majeurs. Il y a évidemment China Girl. Qui était une composition faite avec Iggy Pop à l'époque de The Idiot, donc en 77. Et pour la petite histoire, c'est quand même avant tout un jeu de mots de junkie, parce que China Girl, c'est en fait un nom de code qui parle du freebase, du mélange de cocaïne et affectionnait particulièrement Ron Wood et Sly Stone, à peu près à l'époque de l'album, quoi. Donc c'est assez amusant que ce truc-là soit arrivé dans les foyers et tout ça, avec cette connotation. Et puis il y a aussi Cat People, qui était en fait un titre que Bowie avait fait avec Giorgio Moroder pour le film La Féline. Donc c'est lui qui écrit les paroles, je crois. Ouais, mais la musique est de Moroder. Tout à fait, t'as raison. Du coup, c'est simple, hein, je parlais des singles. En fait, c'est la face A qui sort en face A. Voilà. Et toutes la side 2 du LP sera les faces B de. Ouais, d'ailleurs, il y a quand même un sacré déséquilibre de qualité entre les deux. Mais je pense, que le track listing et le choix de la playlist, entre guillemets, est ici une leçon de comment vendre un disque, quoi. Parce que une fois que tu as vendu le disque, je suis pas sûr que. Je pense que les faces B des vinyles Let's Dance sont beaucoup moins usées quelque part que la face A. Hein. Oui, absolument. Parce que tu t'en prends tellement plein la gueule, t'as dansé déjà pendant 17 minutes. Et non, et c'est assez. Bon, Shane Girl est un peu moins dansante, mais Modern Love, avec cette intro de batterie. Non, de guitare. Enfin, la batterie part ensuite, mais c'est la guitare de Nile Rodgers. Oui, d'ailleurs, d'accord. Il y a une vidéo où Nile Rodgers explique comment il fait ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, mais après c'est la batterie qui part. Ouais, donc, voilà. Oui, c'est vrai de Tony Thompson, donc le batteur de Chic. Hein. D'accord. Le batteur de Chic, futur batteur éphémère de Led Zeppelin quand ils vont essayer de se reformer au moment du Live Aid. Alors du coup, il y a pas mal quand tu lis les crédits de l'album. Bon, à part les éternelles guitare, batterie, basse, il y a aussi pas mal de saxos. Joués par plusieurs, de cuir en fait, qui sont d'ailleurs dans Let's Dance ou je réfléchis en fait. Modern Love. Papa. Ouais, c'est vrai, il y a ça. En fait, finalement, c'est vraiment pas du tout un album de rock, quoi, de guitare, quoi. C'est assez inhabituel. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence avec Scary Monsters, avec le Ashes to Ashes par exemple de Scary Monsters? Oui. Tu trouves vraiment que c'est pas quand même une. En termes de composition, c'est quand même aussi fort, moi je trouve, je sais pas. Non, c'est beaucoup plus shallow, j'ai envie de dire. Je sais pas comment dire avec un mot plus adapté en français, mais c'est beaucoup plus pragmatique. C'est beaucoup moins tordu. Non, mais c'est pas ça, non, pas dans ce sens, mais dans la globalité du son, quoi. Non, aussi quand même. Et puis ça s'adresse surtout plus du tout à la même, au même auditoire, quoi. Là, il y a vraiment une espèce de. Il a plus envie d'être considéré comme bizarre, Bowie, quoi. C'est plus du tout dans son problème. Il a envie d'être universel, d'être adopté par tout le monde, et puis il a plus de différence à faire sentir ce qui semblait être le fil rouge de sa carrière jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si c'est un
un album où il teste, enfin, est-ce qu'il est complètement authentique, ou est-ce qu'il vraiment, comme on l'a dit au début, il prend le parti pris de faire un album pour le vendre, et du coup il se met un peu de côté. Est-ce que c'est un exercice de style commercial en fait? Oui. Ouais. Oui. Donc c'est fait avec... c'est réussi, parce que... Oui. Tout à fait. Ça, c'est un exemple. Il y a plein de gens qui se sont dit, bon, celui-là, on le fait pour que ça marche. Et c'est souvent la meilleure façon de rater un disque. Bah oui. Et je pense pas que ça soit le cas de Let's Dance. Enfin, moi, oui, parce que Bowie est malin. Toi qui es fan de Bowie beaucoup plus de façon compulsive que moi, est-ce que cet album, tu le réécoutes quand même de temps en temps, tu le poses sur la platine, ou du coup tu le mets un peu de côté parce qu'il y a des tubes Ouais, non, moi j'aime beaucoup les singles, etc. Les singles, il y a tout l'album. L'album. Tu veux dire les faces A. Voilà. Donc t'aimes la face A, quoi. Voilà. Bah, oui, enfin j'aime bien la face B, j'ai rien contre non plus, mais je la trouve vraiment très anecdotique. La face A, d'accord, carrément. La face A, je la trouve vraiment, je la trouve vraiment extraordinaire. Et quand tu dis anecdotique, c'est-à-dire que les chansons sont plus faibles? Oui, c'est vraiment du remplissage, quoi, pour être clair. Cat People, ce qui est rare chez Bowie. Hein. Bah oui, mais voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur justement la phase B? Il y a des chansons ricochet, non, moi c'est surtout Cat People, effectivement, qui sort un petit peu du lot quand même. Le reste, c'est vraiment ça serait des phases B de 45 tours oubliables, quoi, pour moi. C'est ce que c'est. Il a ressorti là l'année dernière le fameux coffret Loving the Alien qui compile tout ce qu'il a fait entre 83 et 88, et on peut avoir pour la première fois en CD une bande live du concert, je crois, de je sais plus où. En Vancouver, tout cas, je crois. Peut-être Vancouver. En tout cas, c'était il y avait un film à l'époque qui s'appelait Serious Moonlight. Oui, donc Tour. Serious Moonlight, c'est une des paroles de Let's Dance. Comment ça se passe la tournée? T'as un peu des... c'est la plus grosse tournée que Bowie ait faite jusqu'à présent, où il va dans des territoires Japon et tout, hein, je crois, non? Et même Australie, Nouvelle-Zélande. Bowie tombe amoureux de l'Australie à l'époque, hein. C'est ça qui explique que les clips de China Girl et Let's Dance soient tournés là-bas. Voilà ce qu'ils ont fait avec l'argent de la prod. Il achète une maison qu'il va garder pendant assez longtemps là-bas. Il a, cette espèce de fantasme australien qu'ont beaucoup d'anglais sur le fait que l'Australie est toujours là pour offrir une deuxième chance, etc. Et Bowie est un petit peu dans ce trip-là. Donc vraiment, voilà, une grosse tournée. Évidemment, nous, c'est pas notre cas, mais des auditeurs peut-être plus âgés que nous l'ont peut-être vu à Auteuil ou voir ailleurs, mais effectivement, c'est un événement assez important des resté, des tout le lives monde te parle de des ça. années 80, effectivement, donc voilà. Et du coup, est-ce que tu penses pas que, à part son retour après, dans les années 90, d'ailleurs, son retour avec Nile Rodgers en 93, c'est le deuxième album qu'il fera avec lui. Album pour lequel Bowie dira, et ça en dit très très long sur la façon dont Bowie a considéré Let's Dance. Let's Dance, c'était l'album de Nile, et je voulais refaire un album avec Nile pour faire mon album avec l'apport de Nile. Parce que j'ai l'impression quand même, quand tu prends les deux albums suivants, et plus la longue pause... qui prend avant Black Tie White Nose, que finalement avec Team Machine, il se tire une balle dans le pied quelque part, parce que Tonight, franchement là pour le coup, Tonight et Never Let Me Down sont vraiment un cran en dessous. Donc finalement il a été ça s'arrête avec Let's Dance, finalement, tout cet ensemble de disques formidables. Dans un sens, il a un peu pris à son propre piège. C'est-à-dire que, effectivement, c'était assez cool de partir sur cette logique-là pour obtenir cette liberté financière, on va dire. Mais il se sent mal à l'aise dans ce contexte-là. Et c'est vrai que ça crée un espèce de cocon d'objectifs commerciaux, de cibles d'audience à aller atteindre, qui lui n'est pas vraiment son propos et qui l'ennuie de façon assez... au point de faire Team Machine exprès pour casser ce truc-là, quoi. Alors après, je pense qu'il y a des choses, plus personnelles, plus triviales qui viennent s'entrelacer là-dedans. Le fait qu'il doit se sentir la responsabilité d'élever tout seul son fils,
qu'il sentimentalement il n'est pas dans des relations suivies de couple, etc. Donc je pense qu'il doit être un petit peu perdu en termes d'identité. Donc voilà, je pense que ça doit être tout cet ensemble de choses qui expliquent la relative indifférence qui va habiter Bowie par rapport à sa carrière musicale durant quasiment toutes les années 80. D'ailleurs, les critiques appelaient cette période les années Phil Collins pour David Bowie. Donc, lui-même l'a volontiers qualifié comme ça. C'est peut-être lui-même qui le dit maintenant. D'ailleurs, on sait un peu avant, enfin, s'il a fait, il doit y avoir des interviews où il reparle de ça. Tu sais un peu ce qu'il dit. Oui. En promo, sur la promo de l'album, il est assez, et je le pense assez sincère, il est assez dithyrambique et a conscience d'avoir un produit qui marche et qu'il a bien réussi le truc et qu'il a maîtrisé tous les codes et que il est content du disque vraiment et il aime les chansons. Mais qu'est-ce qu'il en pense à ton avis? Enfin, pas aujourd'hui, mais en tout cas dans sa carrière d'après. Disons que dans les années 90, il s'est vraiment, de façon peut-être un petit peu poussé, placé en total contre-exemple de sa démarche de Let's Dance, et il a mis de l'eau dans son vin, arrivé aux années 2000, et ce qui fait d'ailleurs que Let's Dance, China Girl et Modern Love faisaient assez régulièrement partie des setlists de ces dernières tournées. Modern Love était joué sur le... moi je l'ai vu jouer... avant un Papa Reality Tour alors. Si, justement, Reality Tour, je l'ai vu jouer. J'ai eu la chance de le voir jouer, moi, lors de l'émission de télé... Trafic.musique, et même si c'était pas une très régulière de la tournée Reality Tour, elle était jouée de temps en temps sur le Reality Tour. À chercher sur YouTube. Cette captation à l'émission de télé est tout à fait disponible sur YouTube. On a été assez complet sur le Let's Dance de Bowie. À vous de nous dire s'il y a des choses à rajouter. Bien sûr, n'hésitez pas. Mais peut-être juste préciser que Stevie Ray Vaughan, là encore pour des problèmes de cachet, estimera que la proposition financière n'est pas suffisamment élevée pour qu'il parte en tournée, et du coup c'est Earl Slick qui sera rappelé au dernier moment pour faire le lead guitariste sur la tournée. Il lui suffit de quelques cachets d'aspirine et de vodka et ça c'est reparti quoi. Le Ron Wood de David Bowie qu'on embrasse et on vous embrasse aussi, tout fan de Bowie que vous êtes et tout fan de l'émission, je l'espère. Merci Benjamin, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker la page Facebook, plutôt YouTube, c'est sympa quand on voit des likes, et à nous écouter, à nous diffuser si ça vous plaît. On vous embrasse bien fort, à bientôt Benjamin. À bientôt Antoine.